Bonjour à tous. Vous avez certainement déjà entendu parler de la consanguinité chez le frelon asiatique. Effectivement, c'est un phénomène qu'on a observé il y a quelques années, qu'on a démontré au laboratoire. Donc, effectivement, le frelon asiatique subit un phénomène de consanguinité. Mais de quoi s'agit-il? Et quelles sont potentiellement les conséquences de ce phénomène? Eh bien, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Si on parle de consanguinité, tout d'abord, en regardant cette colonie, est-ce qu'il y a vraiment un problème? C'est-à-dire, est-ce que la consanguinité est un problème dans l'espèce? Eh bien, avant d'aborder cette question, quel est le mécanisme de la consanguinité et quelles sont potentiellement les conséquences, il faut d'abord comprendre et connaître le cycle biologique du frelon asiatique, donc d'une colonie de frelons asiatiques. Alors, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, le cycle biologique du frelon asiatique sur l'année est composé de 4 phases. La première phase, durant l'hiver, où seuls les gînes, c'est-à-dire les futures reines, dorment, donc c'est une phase de dormance. Donc ça nous amène jusqu'à le début du printemps, dès les premiers beaux jours. Ensuite, certaines de ces femelles vont se réveiller et on rentre dans la deuxième phase, la phase dite de fondation, où certaines gînes vont construire un nid, on parlera de fondatrice, et il y aura de la compétition entre ces différentes femelles. Pour celles qui vont réussir l'installation de leur colonie et avoir les premières générations d'ouvrières au stade adulte, on rentre dans la troisième phase qui est la phase de croissance. C'est-à-dire que le nid, évidemment, va grossir, le nombre d'individus au sein de la population de la colonie va augmenter, et ça va nous amener jusqu'à mi-été, jusqu'à fin août quasiment, où à partir de ce moment-là, donc début septembre, on va rentrer dans la dernière phase, qui est la phase dite de reproduction, où on va produire des individus reproducteurs, c'est-à-dire des mâles, et des gînes, c'est-à-dire potentiellement des futures reines. Donc voilà un peu le cycle biologique de l'espèce sur l'année, ce qui veut dire que dans la population de frelons, on a des femelles tout le long de l'année, c'est-à-dire à partir de la fondation, une reine. Ensuite, fondation, croissance, reproduction, on va avoir des ouvrières. À partir de la phase de reproduction, on va avoir des futurs gînes. Et pendant la phase de dormance, il n'y a que ces gînes accouplés qui vont dormir. Et on va avoir des mâles uniquement dans cette phase de reproduction, c'est-à-dire pour les phases d'essaimage sexuel, pour l'accouplement. Donc voilà le cycle biologique connu d'une espèce comme un vespidé, c'est-à-dire les guêpes, les frelons, et c'est ce qu'on savait sur le frelon asiatique. On s'est rendu compte, aux alentours de 2013, qu'en fait, ce cycle n'était pas tout à fait vrai. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait des mâles dans certaines colonies tout le long de l'année. On a même observé des mâles qui étaient produits dès le stade fondation des colonies. On avait à peu près 68% des colonies qu'on avait étudiées à ce moment-là qui contenaient des mâles qu'on appelle des mâles précoces. Alors la grosse question, c'est comment ça se fait? Pourquoi avons-nous des mâles, même dans ces phases de fondation et de croissance, où normalement les colonies ne peuvent contenir que des femelles? Eh bien en fait, on a démontré une chose, c'est un article dont je vous mets le lien en bas à droite, un article scientifique, en anglais, désolé. On a démontré, donc ça a été publié en 2015, qu'en fait, la population de frelons asiatiques que nous avons en France, donc en Europe, en fait, subissait un phénomène qu'on appelle de dépression de consanguinité. C'est-à-dire que tous ces mâles précoces, qui normalement ne sont pas censés être là, étaient des mâles particuliers, c'était des mâles diploïdes, c'est-à-dire des mâles produits à la place des ouvrières. Et ça, c'était lié à un phénomène de consanguinité. Donc la grosse question, c'est quoi un mâle diploïde? Et c'est quoi ce phénomène de consanguinité qui a abouti à la production de ces mâles? Et surtout, ben, qu'entraîne la présence de ces mâles dans les colonies? Eh bien, je vous propose quelques explications pour vous donner des informations sur cette question. Alors, pour commencer mes explications sur ce phénomène de consanguinité, ben, reprenons les bases pour bien vous expliquer les choses. Tout d'abord, parlons reproduction. Une reine va pondre des œufs. Donc tout d'abord, l'œuf en question s'appelle un ovocyte. Donc la reine va pondre cet œuf, enfin va produire cet œuf, et elle va décider, dans certains cas, de fusionner cet œuf avec un gamète mâle, un spermatozoïde, qu'elle avait stocké
dans un organe de stockage qu'on appelle la spermathèque, suite à l'accouplement avant la période de Noël. La conséquence, c'est que le phénomène de fécondation de l'ovocyte, c'est-à-dire le spermatozoïde va fusionner avec l'ovocyte, c'est-à-dire que la tête du spermatozoïde va rentrer dans l'ovocyte, c'est ce qu'on appelle le phénomène de fusion des gamètes. Quelles sont les conséquences de cette fusion? Ce qu'il faut savoir, c'est que au début, la reine a produit un ovocyte qui était haploïde, c'est-à-dire qui contient la moitié de ses chromosomes. Le mâle a produit aussi un spermatozoïde qui est haploïde aussi, mais qui contient l'ensemble de ses chromosomes, parce que lui contient moins de chromosomes qu'une reine, il a moitié moins. Et je l'expliquerai après pourquoi. Et quand on fusionne l'ovocyte avec le spermatozoïde, on obtient un individu diploïde qui contient les chromosomes apportés par l'ovocyte, les chromosomes apportés par le spermatozoïde. Donc on recrée un individu qui est 2N diploïde, comme la reine. Et cet œuf va se développer et va donner une femelle. À la différence des mammifères, où tous les mammifères fonctionnent selon ce même mécanisme, eh bien chez les hyménoptères, chez certains insectes donc, on a un système de reproduction qui est haplodiploïde. C'est-à-dire qu'en fait, la reine, à la différence d'une femelle mammifère, elle a le choix, elle peut contrôler le sexe ratio de sa descendance. C'est-à-dire, elle a le choix, elle sait comment manipuler ce système-là pour produire soit une descendance fille, soit une descendance fils, des mâles. Alors comment fait-elle? La reine produit son ovocyte qui est haploïde. Mais elle peut décider de féconder ou de ne pas féconder cet ovocyte. Si elle le féconde, comme je l'ai indiqué, elle produit un individu diploïde qui donnera une femelle. Mais parfois, elle peut décider de ne pas utiliser le spermatozoïde. Donc du coup, elle va pondre un œuf qui restera haploïde, donc moitié moins de chromosomes qu'elle-même. Et cet œuf va se développer et ça va donner un mâle. Ce qui veut dire que les femelles sont issues de la fécondation d'un ovocyte par un spermatozoïde, donc les individus femelles sont diploïdes, et un individu mâle n'est pas issu de ce phénomène de fécondation, donc il dérive exclusivement d'œufs non fécondés. Donc il reste haploïde, et la conséquence c'est que les mâles sont haploïdes. Alors maintenant que l'on sait que les mâles sont haploïdes, que les femelles sont diploïdes, que la reine-mère elle est capable de contrôler le sexe ratio de sa ponte tout simplement en décidant de féconder ou non son ovocyte avant de pondre l'œuf, grosse question, mais pourquoi y a-t-il ces mâles précoces? Comment ça se fait qu'on a des mâles dans les colonies alors que la reine, théoriquement, elle est capable de contrôler le phénomène? Eh bien, c'est là qu'intervient le phénomène de consanguinité. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Tout d'abord, à gauche, vous avez la reine, donc qui est diploïde, et on voit au milieu du symbole de femelle des représentations des chromosomes. Donc, des paires de chromosomes. À droite, vous avez le mâle, haploïde, donc une représentation symbolique d'un chromosome, et il n'y a pas de paire de chromosomes. Ce qu'il faut savoir, c'est que, outre ce phénomène que je vous ai indiqué de formation des mâles et des femelles, on a aussi des gènes qui interviennent, donc au niveau du génome des individus, et on a en particulier ce groupe de gènes qu'on appelle le CSD, c'est le Complementary Sex Determination. Ce gène, en fait, va contrôler la morphologie de l'individu. C'est-à-dire que là où est localisé ce gène, si on a un couple de chromosomes, donc un individu diploïde, on a 2 copies du gène. Donc pour le gène, il est capable de percevoir, entre guillemets, qu'il y a 2 copies de lui-même, et il va entraîner la formation, la morphologie d'une femelle. Par contre, si l'individu est haploïde, donc il n'y a qu'une seule copie du gène, eh bien le gène va percevoir ce nombre de copies, qui est unique, et il va entraîner la morphologie mâle. Il va entraîner le développement d'un mâle. Alors ensuite, regardons qu'est-ce qui se passe au niveau des résultats des accouplements. Imaginons que la reine, elle a, en copie du gène CSD, une certaine séquence génétique, que j'ai représentée en rouge et en jaune. Donc l'individu, il est ce qu'on appelle hétérozygote, c'est-à-dire 2 copies du gène avec des séquences génétiques différentes. Eh bien, imaginons que cette reine utilise un spermatozoïde du mâle
qui lui a une séquence génétique du gène CSD qui est représentée en jaune, donc qui représente ce qu'on retrouve chez la reine pour l'une des copies de son gène. Eh bien, imaginons que la reine produise un ovocyte avec la copie rouge, récupère et féconde cet ovocyte avec un spermatozoïde qui a la copie jaune apportée par le mâle, et elle va créer donc un individu qui est diploïde et qui va être, comme elle, hétérozygote. Donc pour le gène CSD, il y a deux séquences génétiques différentes, donc il a bien affaire à un individu diploïde, donc il va entraîner la formation de la morphologie femelle chez l'individu qui va se développer. Et on aura ainsi une ouvrière ou une gyne. Par contre, si la reine n'utilise pas de spermatozoïdes, donc elle va pondre des ovocytes non fécondés, qui vont avoir soit la copie jaune, soit la copie rouge du CSD. Donc dans les deux cas, pour le gène CSD, il n'a qu'une seule copie lui-même, donc il est hémizygote, c'est ce qu'on dit. Donc il a affaire, on va dire, à lui-même à un individu qui est haploïde, donc ça va se développer en mâle. Donc on va avoir des mâles haploïdes, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Dernier cas de figure, et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où on a ce phénomène de consanguinité, c'est-à-dire que si la reine utilise la copie jaune du gène CSD dans l'ovocyte qu'elle a produit, et si elle utilise un spermatozoïde issu du mâle avec cette même séquence génétique sur le gène CSD, donc elle va féconder son ovocyte, elle va créer donc un individu qui est diploïde, sauf qu'il est homozygote au niveau du gène CSD. C'est-à-dire que pour le gène CSD, on a deux copies du gène, individu diploïde, mais deux copies avec des séquences génétiques quasiment identiques. Donc on est homozygote. Et là, le problème se pose pour le gène. Il n'est pas capable de différencier qu'il a affaire à une diploïdie, mais avec deux séquences identiques. Donc pour le gène, c'est comme s'il avait qu'une seule copie de lui-même. Donc il se dit, je suis haploïde, ce qui n'est pas le cas, il est diploïde. Mais il se dit, je suis haploïde, donc je fais un mâle. Et on va avoir des mâles, du coup, homozygotes, diploïdes. Et c'est ce qu'on observe dans les colonies. Tous ces mâles précoces, c'est ce qu'on a démontré, qu'on a publié en 2015, tous ces mâles précoces sont diploïdes. C'est-à-dire qu'en raison de la consanguinité, donc des séquences génétiques, notamment pour ce gène CSD, très proches, quasiment identiques parfois, eh bien, il y a une erreur. La reine, elle va pondre une femelle, normalement, mais en raison de la séquence génétique quasiment identique sur le gène CSD, eh bien, elle pond des individus diploïdes, normalement des futures ouvrières ou des gynes, mais manque de peau, elle produit à la place, sans le contrôler, c'est pas du tout sa faute, on va dire, hein, mais elle va pondre des individus mâles diploïdes. Alors, derrière, c'est quoi les conséquences pour les colonies? Première conséquence pour une colonie, c'est tout simplement la fitness de la colonie. Alors, c'est quoi la fitness? Tout simplement, c'est le fonctionnement de la colonie. C'est-à-dire, est-ce qu'on lui donne tous les moyens nécessaires pour qu'elle puisse fonctionner de manière optimale? Eh bien, la réponse est non, évidemment. C'est-à-dire qu'une colonie normale, sans subir ce phénomène de consanguinité, eh bien, cette colonie va produire, durant la phase de fondation, durant la phase de croissance, des individus diploïdes femelles, c'est-à-dire des ouvrières. Mais si la colonie, notamment si la reine, subit un phénomène de consanguinité, c'est-à-dire elle s'est accouplée avec des mâles qui ont une séquence génétique proche de certaines de ces séquences à elle pour le gène CSD, eh bien, au lieu de produire une grande quantité d'ouvrières, elle va produire parfois, selon comment elle va manipuler son gène CSD, en fait, au niveau de ses ovocytes, elle va produire parfois des mâles, donc des mâles précoces. Et si la colonie produit moins d'ouvrières, parce qu'elles sont remplacées par ces mâles, eh bien on aura moins d'ouvrières au niveau de la colonie pour aller travailler, tout simplement. Il y aura moins d'individus qui ira chercher de la nourriture, il y aura moins d'individus qui vont pouvoir nourrir les larves de la colonie, ce qui fait qu'en conséquence, s'il y a une activité coloniale qui est diminuée, eh bien, il y aura moins d'individus pour agrandir le nid, il y aura moins d'individus pour entretenir le nid, et surtout, il y aura moins d'individus pour nourrir les larves en développement. Donc les conséquences sont quoi?
probablement des colonies plus petites, en taille, enfin des nids plus petits, et également des individus, ouvrières, mâles et gynes derrière, de plus petite taille peut-être que par rapport à une colonie normale. Parce que ces individus auront été moins nourris ou nourris de manière pas aussi optimale qu'ils auraient dû être, et les conséquences, s'ils ont été moins bien nourris, ils seront plus petits. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence concerne la reproduction en elle-même. C'est-à-dire que la colonie, qui produit des mâles diploïdes à la place des individus femelles, eh bien, durant la phase de reproduction, la reine va produire peut-être moins de gynes qu'une reine qui n'a pas subi ce phénomène de consanguinité. C'est-à-dire que dans le cadre de ce phénomène de consanguinité, on va avoir production de mâles diploïdes à la place aussi de gynes. Donc à la place des ouvrières, mais aussi à la place des gynes. Ce qui fait que, en conséquence, une colonie, entre guillemets, consanguine, va produire moins de gynes et probablement, ça va entraîner une production diminuée de futures reines. Ça, c'est le premier effet pour la reproduction. Le deuxième effet, c'est dans le phénomène de reproduction proprement dit. C'est-à-dire que durant cette phase de reproduction, une gyne va s'accoupler avec plusieurs mâles. Si elle s'accouple avec plusieurs mâles qui sont haploïdes, phénomène normal, sauf si certains ont une séquence génétique pour le CSD relativement proche et on retombe dans ce phénomène de consanguinité. C'est vrai. Mais si une gyne s'accouple avec un mâle diploïde, là, ça se corse. Parce que le mâle diploïde, théoriquement, va lui donner des spermatozoïdes diploïdes. Et si la femelle utilise ces spermatozoïdes diploïdes pour féconder un ovocyte haploïde, comme vous l'imaginez, on va avoir une descendance triploïde, avec 3 copies de tous les gènes. Et théoriquement, cette descendance triploïde est stérile. Donc, au bout d'une génération de descendants, on obtiendra des colonies stériles. Donc voilà ce qu'est ce phénomène de consanguinité chez le frelon asiatique et quelles sont potentiellement les conséquences sur les colonies. Et oui, j'ai dit potentiellement. Parce qu'en fait, on a démontré ce phénomène de consanguinité, ça, il n'y a pas de souci. Scientifiquement, on a la preuve qu'on a bien ce phénomène. Mais par contre, quelles sont les conséquences sur les colonies? Pour l'instant, ça ne reste que des hypothèses. Parce qu'en fait, malheureusement, on n'a pas eu l'argent, le budget pour travailler sur ces questions-là. C'est-à-dire, quelles sont les conséquences sur les colonies? On ne sait pas. On ne reste que sur des hypothèses. Donc j'espère que ces explications vous ont permis de bien comprendre ce qu'est ce phénomène de consanguinité. On imagine qu'il va y avoir des conséquences derrière sur les colonies, sauf que c'est vrai, pour l'instant, on ne les voit pas. On a toujours l'expansion du frelon au niveau européen, on a toujours des colonies de frelons très actives parfois dans les différents départements français, année par année. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a consanguinité, c'est sûr, mais où sont les conséquences? Eh bien, pour l'instant, ça reste que des hypothèses.